bien aimé l'exercice du vlog lecture au mois d'octobre, vraiment ça me facilite la vie, j'espère que ça vous aura plu également, en espérant que les lectures seront un peu plus nombreuses et un peu plus heureuses ces 30 prochains jours, puisque franchement, comme vous avez pu le voir, ou comme vous le verrez, le mois d'octobre ça a quand même pas été super chouette. Heureusement qu'il y a eu les graphiques. Nous sommes le 2 novembre, nous sommes lundi. Je reviens donc aujourd'hui pour vous dire que j'ai lu les tomes 2 et 3 de la Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Yomgui Dumont. Et c'est aux éditions Jungle. J'avais bien aimé le tome 1 et j'avais envie de continuer. Et donc j'ai profité de la présence de ces deux volumes à la médiathèque au travail pour les emprunter et pour les lire autour d'Halloween. D'autant plus que je les intègre dans mon Fantasy Cards Challenge pour la carte spéciale Halloween qui rapporte le double de points à mon équipe. Je vous ai pas encore du tout parlé du premier volume. Donc en fait on est dans un monde un peu étrange. Enfin ça pourrait être notre monde contemporain, mais il y a une clinique du sommeil. Et dans cette clinique, des enfants surtout sont étudiés, ils ont des soucis de sommeil, ils font beaucoup de cauchemars. Donc ce sont leurs parents qui les amènent dans cette clinique pour qu'ils soient soignés. Et en fait pour les soigner, on va entrer littéralement dans leur cauchemar pour essayer de découvrir ce qui ne va pas et essayer de les guérir, de résoudre le souci. C'est ce qu'on découvrait dans le premier tome et donc on entrait dans la tête de Sarah, une des jeunes filles qui cauchemardait je ne sais plus pour quelle raison, grâce à cette brigade des cauchemars, grâce à deux petits garçons notamment, un qui est en fauteuil roulant et l'autre qui est valide. Tristan et Esteban je crois. Grâce à ces deux-là, la petite Sarah a pu sortir de ce cycle infernal de cauchemars et intègre elle-même également l'équipe de la Brigade des Cauchemars. Donc on va retrouver ces trois enfants dans le deuxième tome. Et là on va découvrir un autre adolescent malade, Nicolas, qui fait donc des cauchemars un petit peu particuliers et donc les trois enfants vont vont entrer dans sa tête alors qu'il est en train de dormir pour découvrir un petit peu de quoi il s'agit. J'ai bien aimé ce fil rouge général dans ce deuxième tome, le cauchemar de Nicolas. C'est quand même un petit peu flippant, c'est classé en jeunesse, hein, c'est vraiment destiné aux enfants au départ, mais quand même je trouve que ce soit dans les dessins ou dans les scènes, il y a quand même quelques petits passages un petit peu dérangeants et qui font un petit peu peur quand même. Moi du haut de mes 33 ans... voilà, notamment l'expression de certains visages. Il y a un personnage qui s'appelle Léonard qui est enfermé dans le sous-sol depuis des dizaines d'années, je ne vous dis pas pourquoi, mais en tout cas il est important pour l'histoire. Il a une tête, c'est un petit peu peur quand même. Je me dis j'aurais lu ça quand j'avais 10 ans, c'est possible que j'ai cauchemardé de ce Léonard la nuit qui aurait suivi. Et à côté de ça on va avoir d'autres mini-intrigues qui vont arriver, donc notamment celle autour de Léonard, je ne vous en dis pas plus. Et à la fin de cet opus là on va avoir l'ouverture de l'intrigue du troisième tome qui est tourné autour d'Esteban. Ce que je pourrais juste reprocher à ce deuxième opus, c'est que finalement Nicolas, qui donne quand même le titre à ce deuxième tome, c'est vraiment un prétexte pour intégrer d'autres choses à cette série, et finalement c'est un personnage qu'on va voir très peu, qui est très peu développé et qu'on ne reverra a priori pas du tout dans la suite. Quant au tome 3, celui-là je l'ai bien aimé pour le côté un petit peu, ça retourne un petit peu le cerveau, puisque là, sans trop vous en dévoiler, on va quand même régulièrement douter de là où on est. Est-ce qu'on est dans la réalité ou est-ce qu'on est dans un cauchemar? Et si on est dans un cauchemar, dans le cauchemar de qui? Voilà, donc ça commence un petit peu à se complexifier et je suis assez curieuse de découvrir la suite. Le tome 4 est déjà sorti, il n'est pas encore prêt à la médiathèque mais il a été commandé, il est dans nos bureaux, donc je le lirai très rapidement. Et puis donc comme je vous le disais à la fin du vlog précédent, j'ai quand même bien avancé hier dans le bord de terre. Je m'étais arrêtée donc le 31 octobre à la page 80 et là aujourd'hui j'en suis à la page 176, donc j'ai lu en un peu plus de 24 heures, j'ai lu quasiment une centaine de pages. Franchement j'ai longuement hésité, je ne savais pas si j'allais continuer ou pas cette lecture. Abandonner un livre, moi c'est quelque chose que je fais très rarement, je dirais même que je l'ai quasiment jamais fait dans ma vie, parce que j'ai l'impression que si je ne vais pas au bout, j'aurais quand même perdu du temps à lire 100 pages par exemple. Alors que si je vais au bout, j'ai quand même la sensation du travail terminé.
j'ai envie de dire. Et en même temps c'est complètement débile parce que si je vais au bout d'un livre qui ne me plaît pas, j'aurais, au lieu de perdre juste 100 pages de mon temps, j'en aurais peut-être perdu 500. Donc c'est un petit peu paradoxal. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Mais en même temps, j'évolue pas mal hein, sur plein de sujets différents, mais notamment sur celui-là. Et là, franchement, je m'étais donné la page 100 comme limite. Et je m'étais dit, si à la page 100, ça décolle toujours pas, et c'est plus une douleur qu'autre chose que d'entrer dans le livre, tu abandonnes et puis voilà, sans regret, c'est pas grave. Et puis bah, contre toute attente, vers la page justement, entre la page 80 et la page 100, il y a un nouveau personnage qui apparaît dans l'histoire, dans l'intrigue. On va plus suivre seulement le frère et la sœur, donc Tristan qui a 16 ans et Inès qui a 12 ans, qui arrivent donc dans ce monde parallèle qui s'appelle Bord de Terre, un monde complètement bizarre, loufoque, avec des personnages très particuliers. On va plus seulement les voir eux, mais on va découvrir un peu plus de ce monde-là, notamment dans la personne de Alma, qui est une jeune femme qui sort tout juste de prison. Elle a passé 3 mois en prison à Bord de Terre, puisqu'elle a osé écrire des choses qui allaient contre le gouvernement de Bord de Terre. C'est une journaliste et elle est allée un petit peu trop loin dans la rébellion. Et donc le fait de découvrir que Bord de Terre c'est un monde un petit peu pourri, et notamment dans sa politique, et qu'il y avait une rébellion, ça m'a donné un peu plus envie de découvrir la suite. Et puis là j'en arrive au point où on voit bien qu'il va y avoir un gros clivage entre le frère et la sœur, puisque les deux ont été séparés dans le monde de Bord de Terre. Ils ont été tous les deux pris en charge par des personnages très différents qui appartiennent à des strates de la société de Bord de Terre très différentes. Donc Tristan, lui justement, a été pris sous l'aile de Alma, donc la journaliste rebelle qui fait plutôt partie du petit peuple de la plèbe, on va dire. Et Inès qui au contraire, elle, a été prise en charge par un noble, par une personnalité importante du gouvernement de Bord de Terre, et je pense que les deux petit à petit, le frère et la sœur, vont s'opposer. En plus il y a toute une histoire derrière de perte de mémoire, puisque quand des débordés, quand des gens de notre monde passent dans le monde parallèle de Bord de Terre, on les oblige à perdre tout souvenir de leur vie d'avant pour qu'ils s'acclimatent un peu plus facilement à cette nouvelle vie. Inès, on l'avait perfusée quand elle est arrivée à Bord de Terre. On lui avait fait avaler de force un liquide qui était censé lui faire perdre la mémoire, sauf qu'elle s'était débranchée très rapidement et elle continuait à avoir quelques souvenirs. Et là, petit à petit, un petit peu comme le monde des fées si vous voulez, elle va consommer de la nourriture et des boissons de ce monde de Bord de Terre. Et évidemment, chose à ne jamais faire si vous allez dans un monde parallèle, il ne faut absolument jamais rien manger ni boire d'un autre monde. On sait très bien, enfin il faut que vous sachiez que c'est très dangereux et que ça peut justement soit vous faire perdre votre mémoire, ce qui vous était arrivé avant, ce qui vous étiez avant d'arriver là, et ça peut également vous faire perdre complètement la notion du temps. Donc je suis, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus enthousiaste à la page 176 que je l'étais encore à la page 80. Il y a quand même plus de 500 pages à cette histoire. Bon, en même temps, si j'arrive à lire 100 pages par jour maintenant que, voilà, je suis rentrée dans l'histoire, ça devrait aller un peu plus vite et ça devrait davantage me plaire. En tout cas, si vous l'avez lu, je suis vraiment très curieuse de découvrir ce que vous en avez pensé. Parce que sur Instagram, quand je disais que j'étais un petit peu sceptique, vous êtes plusieurs, même pas mal de gens, à m'avoir dit que vous l'aviez commencé, vous aviez tenté et vous aviez abandonné très vite. Et en même temps, quand je regarde les avis, les critiques sur internet, j'ai l'impression que les gens qui sont allés au bout, qui ont réussi à entrer dans cette histoire, ont adoré et ont des avis complètement dithyrambiques. Donc c'est tout ou rien, j'ai l'impression, avec cette histoire. Donc je suis assez curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si vous êtes arrivé au bout, ou même si vous avez abandonné, pourquoi pas, dites-moi pourquoi, dites-moi ce qui vous a gêné. Coucou, nous sommes vendredi 6 novembre, il est 7h40 je crois du matin. Donc c'est pour ça que la lumière est peut-être pas géniale. Je viens de terminer ma séance de fitness et je m'apprête à aller déjeuner. Mais avant, je voulais prendre 5 minutes pour vous parler un petit peu de ce que j'ai lu depuis lundi, puisque je pense que c'est lundi la dernière fois que je vous ai parlé. Donc depuis lundi, j'ai lu les tomes 8 et 9 de Arte, toujours de Kei Okubo et toujours aux éditions Komiku. Le tome 8 m'a pas mal plu.
Arte quitte Venise, retourne à Florence, donc le premier chapitre c'est vraiment son départ de Venise. Et puis par la suite, on va redécouvrir sa vie à Florence, elle va retrouver Léo, son maître, et il va y avoir toute une grosse partie, je pense qu'il y a au moins 3 chapitres, qui est baptisé le modeste atelier. En fait, on va revenir sur sa condition d'artiste. À son retour de Venise, Arte, elle commence à avoir une belle reconnaissance de la part des familles riches et des artistes. Les familles riches lui commandent pas mal de portraits, et notamment de portraits de jeunes femmes, donc elle commence à se faire connaître en tant que portraitiste. Malheureusement, on lui fait comprendre que si elle veut un jour avoir des commandes un peu plus importantes, notamment des commandes de tableaux religieux ou historiques, ça arrivera globalement jamais, puisque comme elle est une femme, forcément les femmes n'ont pas assez de connaissances pour pouvoir peindre des tableaux religieux ou historiques. Les femmes, effectivement, elles peuvent faire des bons portraits, mais parce qu'il ne faut pas une grosse intelligence pour faire de beaux portraits. Voilà en gros ce qu'on lui dit. Et on lui fait comprendre également que pour pouvoir trouver des mécènes un petit peu plus importants et pouvoir s'élever dans son statut d'artiste, il va falloir qu'elle trouve un atelier un petit peu plus important, un petit peu plus grand. Il faudrait qu'elle quitte son maître Léo. Et donc il y a toute une remise en question, elle se pose beaucoup de questions là-dessus. Il y a effectivement un clivage entre ce statut d'artiste qu'elle aimerait atteindre et puis sa tendresse pour ce maître Léo qui l'a pris sous son aile dès le début, qui l'a accepté et qui lui a appris tout ce qu'elle sait depuis ses premiers pas dans le monde de la peinture. Voilà, donc le tome 8 était plutôt sympa pour ça. Le tome 9 que j'ai lu hier soir, en fait, je l'ai trouvé pas en dessous parce que c'est toujours intéressant, mais j'ai trouvé que c'était un tome un peu plus de transition. On laisse un petit peu Arte de côté et on va un peu plus s'intéresser aux personnages secondaires, notamment Dacia et Angelo, qui sont deux personnages qu'on suit quasiment depuis le début, mais qu'on voyait un tout petit peu à chaque fois. Dacia, c'est une couseuse, donc elle aussi, elle a une condition féminine assez difficile dans cette Florence du XVIe siècle, mais elle aussi, elle essaye de s'élever en prenant des cours justement auprès de Arte, des cours j'allais dire de français, mais non, plutôt d'italien. Elle apprend à lire, elle apprend la grammaire et elle apprend également à compter. Et grâce à ça, elle va réussir un petit peu à s'élever dans la société, mais encore une fois, c'est compliqué pour une femme de s'élever. Donc on a ce côté-là. Et Angelo, lui, qui est un jeune apprenti peintre comme Arte, ils ont quasiment le même âge, je pense. D'ailleurs, il a un petit faible pour Arte, enfin on a l'impression depuis le début. Et lui, contrairement à Arte, malgré tous les efforts qu'il peut faire pour améliorer sa peinture, il n'arrive pas à trouver de mécènes, à vendre ses peintures, voilà, il n'arrive pas à sortir du lot, donc c'est un petit peu la déception. Voilà en gros ce qu'on voit surtout dans ce tome 9. On voit encore un petit peu Arte, toujours avec la question de son statut, mais c'est mis un petit peu de côté. Voilà. Si vous avez l'occasion de lire ces 9 volumes, allez-y, ça vaut vraiment le coup. C'est intelligent, bien écrit, avec des personnages qui sont complexes, qui sont attachants, et tout ce fond historique sur l'art et le féminisme, c'est vraiment bien fichu et très intéressant. Coucou, nous sommes le mercredi 11 novembre, il est un peu plus de 11 h et avant d'aller faire manger, j'aimerais revenir un petit peu sur les livres que j'ai lus depuis la dernière fois. D'ailleurs, la dernière fois, j'espère que vous avez eu tout mon blabla en entier puisque mon appareil photo s'est coupé, je n'avais plus de batterie, donc j'espère que vous aurez eu la fin de mes phrases. Voilà, on verra ça au montage la prochaine fois. Aujourd'hui, ça fait un petit moment donc que je ne vous ai pas parlé. Je voudrais vous parler de 2 livres. Bord de terre évidemment. Et une petite BD qui s'appelle Sombre citrouille. Bord de terre. Ça a été bizarre comme lecture, je l'ai terminé donc. Ça a été très bizarre puisque comme je vous le disais, les 80 premières pages, c'était vraiment pas gagné. J'avais vraiment pas d'atome crochu ni avec les personnages ni avec l'univers, je voyais vraiment pas où on voulait en venir, j'étais complètement extérieure à tout ça et à tel point que j'avais presque envie d'abandonner. Et puis je sais pas, entre la page 80 et 100, c'est ce que je vous disais la dernière fois, j'ai eu une sorte de déclic, notamment en rencontrant un nouveau personnage, donc Alma, en découvrant un peu plus de l'univers et des tenants et des aboutissants de l'histoire. Donc finalement, j'ai terminé ce roman. Alors ce n'est pas un coup de cœur. Il y a des choses qui m'ont dérangée, notamment le début, et puis sur la fin également quelques petites choses qui m'ont un peu gênée. Mais globalement, c'est quand même une très bonne lecture. Donc je suis vraiment passée de l'ennui et
la tentation de l'abandon a vraiment de belles émotions, de très très belles émotions. Ce qui m'a plu, c'est tout le discours qu'il y a de rébellion contre un régime assez totalitaire. Ce peuple, ce petit peuple qui tente de reprendre le pouvoir face à une aristocratie qui vraiment contrôle tout. Et la magie apparaît dans ce monde-là grâce au chant, le chant qui est interdit. En fait, les personnages utilisent des quartz qui sont chargés en magie, mais pour les faire fonctionner, ils doivent chanter. Et lorsqu'ils chantent, les paroles qu'ils prononcent prennent vie, ont un effet. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très beau et surtout très beau pour le côté cohésion de groupe, vraiment cette masse de gens et notamment d'enfants qui se soulèvent face à l'oppression pour bouter les aristocrates hors du pouvoir. Voilà, donc c'est pas forcément hyper original, mais je trouve que c'est amené de telle sorte qu'on sent l'émotion palpable qui grandit, qui grossit petit à petit, et nous aussi on aurait presque envie de se soulever. La musique et les paroles portent vraiment un pouvoir très très fort et j'ai trouvé que le message était très beau. En revanche, ce qui m'a gênée, bon je vous l'ai dit au début, c'est vraiment ce côté complètement je savais pas où j'arrivais. Et sur la fin, ce qui m'a un petit peu dérangée, alors peut-être pas dérangée, c'est pas forcément le mot, mais ce qui m'a moins plu, c'est la relation qui va se tisser entre deux personnages. Je ne peux pas vous dire lesquels, sinon ce serait vous spoiler, ce serait vraiment dommage. Mais j'ai pas trouvé que c'était forcément très utile à l'histoire. Surtout, j'ai trouvé que c'était un petit peu cliché et pas franchement crédible. Alors je peux pas vous en dire bien plus parce que sinon je vous révèle des choses assez importantes. Mais si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça concerne notamment Alma. Voilà, je vous dis juste ça, je vous dis pas quelle est la relation qu'elle va développer, mais ça m'a pas paru... voilà, c'est un petit peu... bof. Surtout que ça prend quand même un petit peu de place dans les 100 dernières pages, on va dire, donc un petit peu dommage. Et puis ces combats finaux, m'ont à nouveau un petit peu perdu. Ça ressemblait à nouveau un petit peu aux scènes du départ qui avaient moins de prise sur moi. Mais globalement, j'en ressors quand même avec un avis très positif. L'autre titre dont je voulais vous parler, que j'ai lu hier à 4h en buvant un petit thé, c'est Sombre citrouille. Donc c'est un texte à la base qui est de Malika Ferjouk, un petit roman, et qui a été adapté ici et mis en image par Nicolas Pitz. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Donc moi je n'ai pas lu le roman, donc je ne savais absolument pas de quoi parler cette histoire. En revanche, j'avais très envie de lire cette BD en ce moment, j'aurais même eu envie de la lire le 31 octobre pour Halloween, puisque cette histoire se déroule le 31 octobre. Comme je n'ai pas lu le roman, je ne savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer, et à vrai dire j'ai quand même été un petit peu perdue au début dans tous les personnages qu'il peut y avoir et dans les liens familiaux ou relationnels qui peuvent entretenir. J'étais un petit peu paumée, j'arrivais pas trop à savoir qui est qui. Comme vous pouvez peut-être le voir, ça se passe donc à la campagne, au milieu des collines, et il y a une grosse maison familiale dans laquelle plusieurs membres de la famille vont se réunir. Donc les propriétaires de cette grosse maison sont les grands-parents qui sont surnommés par leurs petits-enfants Mamie Grand et Papy Grand. Papy Grand qui est un ancien joueur de tennis qui a eu un accident de voiture, il est paraplégique, il est en fauteuil roulant depuis. Et Mamie Grand qui elle est une femme de poigne, de caractère, qu'il ne vaut mieux pas contrarier. Voilà, elle n'est pas hyper sympathique. Et dans cette maison, on va découvrir bien d'autres personnages, notamment Clara, qui est la domestique depuis une trentaine d'années dans cette maison, mais aussi les petits-enfants qui sont cousins, cousines. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était un petit peu plus compliqué de percevoir qui était le frère, la sœur, le cousin, la cousine de qui. Petit à petit, d'autres personnages vont arriver dans la journée, dans cette grande maison, un oncle, la petite amie de cet oncle, une cousine qui vient de Paris, qui a 15 ans, qui s'appelle Madeleine, la mère de celle-ci, Rose, qui est très en retard. Voilà, plein d'autres personnages qui arrivent, on va le comprendre, il y a un petit peu des secrets dans cette famille quand même. Et ce qui va être un petit peu l'élément déclencheur de tout le bazar, on va dire, de toutes les révélations, ça va être que les 4 enfants vont découvrir dans le potager
un cadavre. Le cadavre d'un homme qui apparemment était un maître chanteur qui faisait chanter Papy Grand. Les enfants vont cacher le cadavre pour pas que la fête du soir soit gâchée, l'anniversaire de Papy Grand. Tout va tourner autour de ça. Qui est ce maître chanteur? Quels sont les secrets de cette famille? Et on va découvrir ça petit à petit dans cette petite BD qui fait 150 pages environ. J'ai trouvé, comme je vous le disais, que c'était un petit peu compliqué parfois de repérer les liens entre les personnages et donc j'étais un petit peu perdue au début et pourtant j'essayais d'être bien concentrée. Hein, donc je pense pas que ça vienne vraiment de ma concentration pour le coup. La fin est peut-être un petit peu précipitée également, mais dans l'ensemble j'ai trouvé l'histoire plutôt bien fichue. Ça m'a un petit peu fait penser aux intrigues, aux fils intimement liés qu'il peut y avoir dans les enquêtes de Agatha Christie, même si l'enquête est très légère ici, mais voilà, ces secrets de famille, ces liens qui se révèlent petit à petit autour d'un cadavre, autour d'un assassinat, ça m'a un petit peu fait penser quand même à Agatha Christie, à cette ambiance très british que j'aime énormément. Donc là ça a bien fonctionné. Et puis surtout ce qui m'a énormément plu dans cette BD, ce sont les dessins que j'ai trouvé magnifiques, notamment les couleurs utilisées. Il y a des pleines pages qui sont super belles et notamment certaines qui se passent au milieu de la nuit, donc plutôt dans des teintes noires avec un crayonné dans les tons vert jaune qui rendent super bien. J'ai trouvé ça très beau. Je trouve que visuellement, rien que pour ça, ça vaut le coup. J'ai oublié de vous descendre ma lecture en cours que j'ai commencé tout juste hier soir et j'ai lu 20 pages, donc je vais pas vous en parler, mais voilà, je vous la présente juste comme ça, sans vous la montrer. Il s'agit de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski aux éditions des Moutons électriques. Un gros pavé, un monstre sacré un petit peu pour le genre de la fantaisie et notamment de la fantaisie française. Une lecture qui me faisait et me fait encore un petit peu peur, mais je profite d'une lecture commune qui est organisée pour le Fantasy Cards Challenge pour me lancer enfin. Si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas. La lecture commune est lancée sur le groupe Facebook Fantasy Cards Challenge. Allez-y. Je suis très curieuse de découvrir ce texte, le premier roman de l'auteur qui a eu un énorme succès pendant une grosse dizaine d'années et qui là depuis quelques semaines, quelques mois est souvent décrié, notamment pour son personnage principal. Alors je veux pas vous en parler tout de suite parce que de 1 j'ai pas lu le roman, je veux garder un petit peu mon avis final quand j'aurai terminé le bouquin. Je pars pas du tout avec des a priori négatifs pour ma part, je pars même avec des a priori très positifs puisque Jean-Philippe Jaworski c'est un auteur que j'apprécie dans ses autres textes. J'ai lu Yanoa Vera que j'ai énormément aimé, donc le recueil de nouvelles qui est dans le même univers que Gagner la guerre, et également les premiers tomes de Roi du Monde, sa saga celte que j'aime énormément également. Et en plus c'est quelqu'un que j'adore à chaque fois écouter en conférence lors des Imaginales à Épinal. Donc voilà, je pars quand même avec de gros a priori positifs. Coucou, nous sommes le samedi 14 novembre, il est quasiment 13 h. Alors aujourd'hui c'est vraiment un jour de vacances, tout douce, sans prise de tête. On s'est pas levé très tard, mais j'ai fait des pancakes à la citrouille. Vous avez peut-être vu ça sur Instagram, ils étaient délicieux, enfin il nous en reste encore pas mal. Mais bon bref, on a déjeuné un petit peu tard, donc là on est vraiment tranquille, pépère. Moi je suis toujours pas habillée, je suis en tenue de sport parce que j'ai toujours pas fait ma gym. Normalement je fais du fitness tous les matins, mais là comme je voulais faire les pancakes, si j'avais fait en plus mon fitness, on aurait mangé encore plus tard. Bref, voilà, j'irai faire ça juste après. Tout ça pour vous dire que je suis en vacances, donc le bonheur des vacances c'est de prendre son temps de faire des choses qu'on ne prend pas le temps de faire habituellement. Et donc là vraiment c'est une vraie journée zen, tranquille. C'est le week-end à 1000, ça a commencé hier à 19 h et c'est jusqu'à demain minuit je crois, 19 h ou minuit. Donc bon hier soir j'ai pas commencé tout de suite. J'ai commencé, c'était 21 h 30 je crois, j'ai lu un tout petit peu. Et puis ce matin voilà, comme on a fait d'autres trucs, j'ai pas lu énormément non plus, mais vous allez voir j'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Mais avant ça je voulais revenir sur d'autres choses que j'ai lues depuis la dernière fois. J'ai avancé dans Gagner la guerre. J'ai lu ma première partie de lecture commune. On avait jusqu'à demain dimanche pour lire le premier quart du livre. Donc voilà, je suis arrivée au bout de cette première partie de lecture commune. Et j'ai pas trop envie de vous en parler maintenant parce que j'ai peur que après ça fasse vraiment redite, que je me répète beaucoup à chaque fois que je vais vous le montrer. Donc ça m'embête un petit peu. Je veux juste vous dire que j'aime énormément, que même si c'est dense,
c'est quand même très fluide et très immersif. C'est un petit peu la force de Jean-Philippe Jaworski, je trouve, c'est qu'à chaque fois il a un style, une patte littéraire qui est vraiment littéraire. Pour le coup, c'est très très bien écrit, mais en même temps c'est tellement bien écrit que ça passe tout seul, ça glisse tout seul, et donc c'est très très chouette. Benvenuto est un héros assez drôle à lire finalement. Alors c'est vraiment un sale type, mais on y reviendra à la fin quand j'aurai terminé, je vous en parlerai vraiment plus. C'est un sale type, mais il raconte très très bien quand même son aventure. Sinon ensuite j'ai enchaîné avec Baldwin le Brave et autres contes qui se déroulent dans l'univers des légendes de la garde de David Peterson aux éditions Gallimard. C'est une petite série qui est plutôt pour la jeunesse à la base. Je pense qu'il est conseillé à partir de 8 ans et qu'il est même rentré dans les programmes de l'éducation nationale. Mais bon, en tant qu'adulte, on peut le lire avec très très grand plaisir. Voilà, c'est très très mignon, très beau. Celui-là, c'est vraiment un tome annexe. C'est un petit peu, et d'ailleurs l'auteur le dit dans le prologue, sur le modèle des contes de Biddle le Barbe de J.K. Rowling. Donc des contes qui vont enrichir un petit peu l'univers de base, qui vont apporter quelques éclaircissements, quelques petites choses, mais qui ne sont pas indispensables à l'univers de base si vous n'êtes pas plus fan que ça. Bon, en même temps, je comprendrais pas si vous n'êtes pas plus fan que ça, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc si vous aimez les légendes de la garde, je vous conseille quand même de lire ces petits contes qui vous apporteront quelques éléments supplémentaires. Si vous ne connaissez pas du tout, commencez par ces petits contes, ça peut être l'occasion de découvrir l'univers et surtout les dessins absolument magnifiques, tout doux. Voilà, cette petite société de souris dans un royaume très structuré, très organisé. Je ne vous en dis pas plus, ça vaut le coup franchement. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 4 de la Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Youngi Dumont et Drac aux éditions Jungle Frisson. Tome 4 qui s'appelle Mélissandre. Celui-ci, comme le précédent, je les ai lus pour mes différents challenges, c'est-à-dire le Pumpkin Autumn Challenge et ou le Fantasy Cards Challenge, et celui-là notamment je l'ai lu en ce moment puisque pour le Fantasy Cards Challenge, les 15 premiers jours de novembre, il y a eu, et il y a encore, ça se termine ce soir, donc quand vous verrez cette vidéo ça sera terminé, une carte spéciale Halloween qui rapportait le double de points à son équipe si on lisait des livres un petit peu fantastiques ou qui faisaient peur. Donc j'ai profité de l'occasion pour lire un maximum de livres du genre et pour rapporter le maximum de points à la team Morrigan. Et vous allez voir, les deux titres qui vont suivre celui-là ont aussi été lus dans ce cadre-là. Donc pour revenir à la Brigade des Cauchemars, je vous ai présenté les 2 tomes précédents juste avant, enfin il y a quelques jours, vous disant que j'aimais bien l'histoire. C'était pas un énorme coup de cœur, mais que je trouvais ça plutôt sympa et que ça faisait pour le coup assez frissonner. Alors là avec ce tome 4, j'ai eu vraiment l'impression qu'on terminait un arc narratif, qu'on avait des réponses à nos questions, surtout en ce qui concerne l'identité de plusieurs des personnages, plusieurs des enfants qui constituent cette brigade. Donc pour les citer, Sarah et Esteban. Tristan va prendre aussi un petit peu plus le devant à la fin de ce volume-là. Et ce volume-là, comme je vous le disais, termine un arc et annonce un nouvel arc narratif, j'ai l'impression, qui va vraiment être centré, je pense, sur la recherche de la mère de Tristan. Voilà, je m'arrête là. J'aime toujours bien les dessins, même s'ils ont un côté un petit peu dérangeant, et c'est vrai qu'ils font un petit peu peur. Par contre, je pensais que ce serait une série assez courte, et finalement je me dis, voilà, on a lu 4 tomes, finalement, qui sont peut-être 4 tomes de présentation des personnages, de mise en place de l'intrigue, presque des tomes d'introduction. Donc combien de tomes il va falloir encore pour arriver au bout du fil rouge principal de cette histoire? Je n'en sais rien, donc je ne sais pas combien de tomes ça va prendre en tout, mais ça risque finalement d'être une série assez longue. Donc hier, pour débuter le week-end d'Amil, en plus de mes 20 pages de Gagner la guerre, 20 pages qui m'ont permis de terminer la première partie de la lecture commune, j'ai lu également Dans les bois de Émilie Carroll aux éditions Casterman, qui là est un vrai livre qui fait peur. C'est un recueil de contes. Oui, ce sont des contes, des réécritures presque de contes avec
des personnages, presque un petit peu le petit chaperon rouge. Bon, vous voyez, c'est un petit chaperon bleu en fait ici, mais on a cette ambiance un petit peu conte. On est évidemment dans la forêt, principalement sous la neige, et dans la forêt il y a des créatures, des choses qui font très peur, très bizarres. Et je crois qu'il y a 5 ou 6 contes là-dedans. Je les ai trouvés un petit peu inégaux, il y en a certains qui m'ont énormément plu et d'autres qui m'ont laissé un petit peu sceptique, notamment à cause du dénouement. Je trouve que la plupart des contes qui sont proposés ici par Émilie Carroll ont une fin qui est assez ouverte, donc qui laisse la place à l'interprétation, donc ça a un côté plutôt sympa. Sauf que moi en fait, quand j'ai pas une explication assez claire du pourquoi, du comment, je me sens assez nulle pour interpréter et donc j'ai l'impression de rester sur ma faim, c'est le cas de le dire, et ça me frustre un petit peu en fait. Voilà. Il y a peut-être que véritablement le premier conte qui a une fin assez claire, c'est un petit peu le bémol de ce recueil de contes. En revanche, niveau graphisme, je trouve ça assez... Enfin c'est un côté dérangeant et en même temps c'est un côté assez beau. Enfin beau c'est peut-être pas le mot, mais j'aime vraiment énormément le coup de crayon d'Émilie Carroll. C'est très surprenant, hein. C'est très bizarre, très étrange, mais il y a une vraie patte artistique, il y a un vrai truc. L'utilisation de toutes les pages, toute la surface du papier, l'utilisation des couleurs, c'est presque en bichromie la plupart du temps, l'emplacement des textes, de la narration et des dialogues. Voilà, je trouve que c'est hyper bien pensé, c'est un vrai travail d'artiste. Voilà, donc rien que pour ça, ce livre vaut le coup. Et ce matin, enfin là, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai lu le tome 16 de The Promised Neverland, toujours de Kayu Shirai et Potsuka Demisu aux éditions Kazé. C'est un tome 16 qui est assez surprenant et en fait, je suis pas sûre de l'avoir encore assez digéré pour vous en parler vraiment correctement. Il se passe quand même pas mal de choses dans ce tome 16. Hein. On a les groupes qui vont se séparer, on a Rei et Emma qui vont partir d'un côté. On a 2-3 autres personnages qui vont partir de l'autre. Chacun a une mission bien particulière. Donc le groupe, le duo formé par Rei et Emma va partir à la recherche des 7 murs et du démon suprême. Voilà, je ne vais pas vous en dire trop. Ça va être une aventure assez particulière qui m'a un petit peu perdue pour le coup. Hein. Je trouve que c'était parfois un petit peu compliqué, mais finalement quand on arrive face aux démons il y a plein de choses qui prennent sens et donc ça c'est pas mal intéressant, notamment le traité qui a été signé 1000 ans plus tôt entre les humains et les démons, on en apprend plus. Et l'autre groupe donc lui va partir à la recherche des 2 démons amicaux qui avaient été croisés plusieurs tomes précédents, qui s'appellent, j'ai déjà oublié mais je vais vous dire ça, Mujika et Sonyu, voilà, 2 démons qui font partie des 100 maudits, qui ne mangent pas de viande humaine et qui sont plutôt amicaux avec nos héros. Donc on va partir à leur recherche pour, selon le point de vue duquel on se place, soit les mettre en sécurité, soit les éliminer. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en gros c'est ça. Donc il se passe quand même pas mal de choses dans ce tome-là. On a pas mal de réponses à nos questions. Après, il ne reste plus que 4 tomes, donc je pense que voilà, on va commencer à aller vers le dénouement, vers la fin, donc c'est normal qu'on ait un petit peu des révélations et que tout s'accélère dans ces derniers tomes. Je l'avais dit plusieurs fois, mais il y avait eu des hauts et des bas dans ce manga, des tomes qui étaient vraiment pas forcément utiles, répétitifs, qui apportaient pas grand chose. Là c'est un bon tome. Je vous ferai peut-être une autre petite vidéo demain dimanche 15 novembre pour vous faire un petit point d'avancée du week-end d'Amil, parce que j'espère bien profiter de mon après-midi pour lire quand même quelques bouquins. Donc pour ce week-end d'Amil je me suis prévu d'autres lectures. Je me suis prévu 2 autres mangas. Le tome 8 de l'enfant et le maudit, là aussi pour marquer des points pour la carte Halloween du Fantasy Cards Challenge. Le 6e tome de l'atelier des sorciers qui fait à la fois partie de mon Fantasy Cards Challenge et de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça sera d'une pierre deux coups. Également la pièce de théâtre Médée de Jean Anouilh que j'ai très envie de lire et qui fait aussi partie des 2 challenges précédemment cités. Et enfin un livre que j'ai reçu grâce à la dernière opération masse critique de Babelio, et il faut que je lise très vite parce que je suis déjà un petit peu en retard.
C'est le premier tome de Vaisseau d'Arcane de Adrienne Thomas aux éditions Nemos. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. Je vous ai demandé entre les deux lequel je devais lire en priorité ce week-end, et a priori ce qui se dégage pour le moment c'est quand même Vaisseau d'Arcane. Donc je pense que cet après-midi je vais surtout me concentrer sur celui-ci. Coucou, nous sommes le mercredi 18 novembre, il est 18h45. Je me suis rendu compte que j'avais pas clôturé mon week-end à 1000 avec vous. Je ne vous avais pas fait le bilan de ce que j'avais lu. Là je me suis dit il est temps que je conclue cette première partie de vlog lecture pour le mois de novembre pour pouvoir ensuite enchaîner avec la deuxième partie. Je voulais donc vous présenter le dernier livre que j'ai lu pendant le week-end à 1000, qui est le tome 8 de L'Enfant et le Maudit de Nagabe aux éditions Komiku. C'est donc un manga. Alors ce manga, je sais pas quoi en penser. J'en suis quand même au 8e tome, mais vraiment, depuis le début, je n'arrive pas à dire si j'aime ou pas ce que je lis. C'est une ambiance assez sombre, des dessins, un graphisme vraiment avec du noir très appuyé. C'est assez particulier. Il y a un côté à la fois poétique et mais également un côté un petit peu dérangeant, non seulement dans les graphismes mais également dans l'histoire. Voilà, je ne sais vraiment pas quoi en penser et je suis constamment entre j'aime bien et je sais pas pourquoi je continue à lire puisque je ne sais pas où va l'intrigue. Alors je modère un petit peu mon propos dans ce 8e tome qui m'a paru être un petit peu moins obscur. Disons que le brouillard se lève un petit peu. J'ai eu l'impression de voir un petit peu plus où le ou la mangaka, je sais pas si c'est un homme ou une femme, voulait aller. En même temps il est temps au bout de 8 tomes. Et il me semble que j'ai vu que c'était une série qui était terminée en VO au Japon en 11 tomes. Donc effectivement il n'en reste plus que 3, donc il est effectivement temps que les choses avancent un petit peu. Je suis bien incapable de vous raconter finalement l'intrigue de ce manga puisque voilà, je suis complètement paumée. Je peux juste vous dire qu'on suit donc une enfant. C'est une orpheline que le maudit, c'est un ancien homme qui a subi une malédiction et qui se transforme en bête. Il va trouver cette petite fille abandonnée dans la forêt, il va la prendre un petit peu sous son aile. Et tous les deux vont survivre tant bien que mal dans une petite cabane. À côté de ça, on se rend compte que le dirigeant des humains de la ville pas très loin est à la recherche active de cette petite fille qui a priori ne pourrait pas être maudite elle-même. Elle a quelque chose de particulier, est-ce que c'est dans son sang, est-ce que on ne sait pas trop. Et donc les humains la recherchent pour pouvoir certainement l'étudier et savoir ce qui la rend intouchable par cette malédiction. Si vous l'avez lu, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous comprenez d'autres choses, si vous voyez d'autres choses, d'autres thématiques. Maintenant que je suis arrivée au tome 8 et qu'il n'en reste plus que 3 à lire, je vais aller au bout quand même. Mais effectivement, c'est quand même une œuvre qui me laisse assez indécise, c'est assez surprenant quand même. Et pendant ce week-end à 1000, en parallèle de ma lecture commune de Gagner la guerre, je vous avais dit que j'avais lu les 20 pages qui me permettaient de terminer la première partie de notre lecture commune, donc j'ai pas pu continuer. J'ai commencé un autre roman et j'ai commencé Vaisseau d'Arcane, le premier tome qui s'appelle Les Hurleuses. C'est de Adrien Thomas aux éditions Nemos. Vous l'avez choisi sur Instagram, j'avais mis un petit sondage et vous avez choisi celui-ci. Et je ne regrette pas puisque pendant le week-end à 1000, bon j'ai pas lu énormément parce que comme je vous le disais j'ai fait autre chose, mais j'avais quand même lu 85 pages assez facilement avec beaucoup de plaisir. Et je vous en parlerai plus dans le vlog de la deuxième partie du mois de novembre puisque comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mercredi 18 novembre, j'ai quand même bien avancé, je suis à la page 218 et je pense que j'aurais pu avancer encore plus si je n'avais pas repris ma lecture commune de Gagner la guerre. J'ai un petit peu avancé, voilà. D'ici la fin de cette semaine, on doit avoir terminé notre deuxième partie qui doit aller jusqu'à la page environ 300-350 de mon édition des moutons électriques. Donc c'est quand même une partie qui est assez conséquente. Donc finalement pour ce week-end à 1000, j'ai donc lu, si je ne dis pas de bêtises, alors 20 pages de Gagner la guerre, 85 pages de Vaisseau d'Arcane,
le tome 8 de L'Enfant et le Maudit, le tome 16 de The Promised Neverland, le beau roman graphique Dans les bois de Émile Carroll. Voilà, je crois qu'en gros, j'arrive à quasiment 700 pages. Je pense que je suis à 693 pages. Donc pas un week-end à 1000. Mais en fait, je pense que le dimanche, j'ai vraiment pas lu du tout. J'ai lu seulement les 85 pages de Vaisseau d'Arcane. Si j'avais passé mon dimanche à lire, et notamment Vaisseau d'Arcane, je pense que je serais arrivée haut la main aux 1000 pages, parce que en plus j'avais prévu de lire un autre manga. Mais bon, ça c'est pas fait. J'ai quand même fait de très très belles lectures pendant ce week-end à 1000. J'ai pris un petit peu de temps pour moi, de me poser. J'ai pris le temps de lire sans culpabiliser. Ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est un petit peu mon souci. Depuis que vraiment j'ai une vie d'adulte active et qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté de la lecture dans ma vie, il y a ma vie privée, il y a ma famille, mes amis, bon même si en ce moment on peut pas trop voir ses amis et sa famille, mais il y a le sport et puis il y a aussi tout ce qui est forcément tâches quotidiennes, pas très ragoûtantes, pas très sympa, mais bref en fait à chaque fois que je me mets à lire, moi je culpabilise beaucoup en me disant oh là là, il vaudrait mieux que tu fasses autre chose que ça, tu as autre chose à faire, genre aller faire les courses, faire le ménage, faire la lessive, etc. Et voilà, je culpabilise beaucoup, ce qui fait que je lis beaucoup moins que je lisais quand j'étais étudiante par exemple, ou alors là j'avais pas du tout de culpabilité à lire plutôt que réviser ou faire mes exercices. Là par contre je pouvais passer un week-end entier le nez dans mon bouquin, il n'y avait pas de souci. Bref, ce week-end à 1000 m'a fait beaucoup de bien parce que pour une fois depuis longtemps j'ai pris le temps d'avoir de grosses plages horaires pour lire. Et vraiment c'était chouette. Si vous avez participé également, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, si vous avez réussi votre week-end à 1000, si vous avez passé un bon moment. Voilà, dites-moi tout en commentaire, je suis assez curieuse de découvrir ça. Je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo vlog lecture qui correspondra donc à la deuxième partie du mois de novembre. J'espère que vous faites de votre côté de belles lectures, que vous allez bien, surtout prenez soin de vous et à bientôt. Merci.